Jobcast. 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 Bienvenue sur Jobcast. Le but de cette émission est d'interroger des professionnels pour découvrir leur métier et leur parcours. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous recevons Arnaud et Lucas qui travaillent dans le milieu de la musique. Bonjour, quel est votre nom, votre âge et votre profession ? Je m'appelle Arnaud Isoulé, j'ai 48 ans et je suis musicien, compositeur, percussionniste, batteur et DJ. Et moi, je m'appelle Lucas Périllon, j'ai 33 ans et je suis producteur, booker, manager. Est-ce que vous avez un nom de scène ou plutôt un nom sur lequel les gens à l'extérieur peuvent vous reconnaître ? Non, moi je bosse pour une structure qui s'appelle l'EMA, l'Éclectique Maison d'Artistes. Mais non, j'ai pas de nom de scène, moi je laisse ça aux artistes. Moi j'ai un nom de DJ qui est le professeur Guy Villeup. Sinon après, quand je suis batteur et percussionniste, j'ai pas de pseudo. En quoi consiste votre métier ? Faire de la création et de me produire devant des personnes et d'essayer que ces personnes-là passent un moment agréable. Et moi, ça va plutôt être tous les à côté du métier d'artiste. Donc, je travaille au service des artistes et des groupes de musique. Et je gère tous les à côté. Donc, on va dire le cadre légal, donc le cadre administratif, les payes d'intermittents du spectacle, les contrats avec les organisateurs. Et je participe au développement de la carrière de l'artiste. Comment avez-vous découvert votre métier ? J'ai pas vraiment découvert le métier. C'est venu un peu par la force des choses, à force de pratiquer, de faire de la musique avec d'autres personnes. Au bout d'un moment, les choses font que le métier vient à nous. En tout cas, pour moi, ça s'est passé plutôt comme ça. Je me suis jamais dit que j'allais être musicien, on va entre guillemets professionnel, quoi. Moi, j'avais un groupe de musique quand j'étais ado. Je jouais dans un groupe de reggae, du saxophone. Et puis mes copains, ils étaient trop bons musiciens et moi, je prenais plus de plaisir à organiser les tournées et le truc autour et je me sentais pas à ma place en tant que musicien. Donc j'ai arrêté de pratiquer l'instrument et je me suis concentré sur les à côté et jusqu'à en faire mon métier. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? J'ai commencé autodidacte. Après, je suis venu m'installer sur Saint-Étienne, où j'ai fait un peu un cursus scolaire, on va dire, avec le conservatoire, un peu de fac en musicologie. Et après, de la pratique avec des personnes que j'ai rencontrées. Le parcours, l'essentiel du parcours, c'est plutôt des rencontres. Et moi, j'ai passé un BTS audiovisuel après le bac sur l'option gestion de production. Donc j'ai découvert un peu tout le côté de l'audiovisuel. Moi, c'était plutôt le côté spectacle vivant qui m'intéressait, mais il y a en commun tout ce qui est autour des intermittents du spectacle, donc il y a pas mal de choses en commun. Et donc, j'ai passé ce BTS. Il y avait 2 stages dans le BTS et ça m'a ouvert un peu des réseaux, rencontré des gens. Et après, j'ai bossé avec un groupe de rock qui s'appelle Barrio Populo, dont j'ai été manager et booker pendant 8 ans. Et après, le groupe s'est arrêté, alors j'ai monté mon label qui s'appelle l'Éclectique Maison d'Artistes. Et du coup, aujourd'hui, je m'occupe de ce label avec plusieurs groupes, dont les Mécanos. Jobcast. Bienvenue sur Jobcast. En fonction de votre métier, quelles sont les formations du coup à effectuer pour y parvenir ? Et du coup, moi j'ai fait ce BTS audiovisuel. Il n'y avait pas beaucoup de formations propres au spectacle vivant. Donc je me suis dirigé vers cette formation un peu par défaut et parce que c'était la plus proche du secteur qui m'intéressait.
Et ça m'a plutôt plu parce qu'il y avait justement des stages qui m'ont permis de faire un travail de terrain et de découvrir en vrai ce que c'était ce métier-là. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a un peu plus des formations, notamment les formations d'Issoudun. Et puis, il doit y avoir des écoles privées aussi qui forment à ce genre de métier. Il y a différentes écoles. Tout ce qui va être secteur public, conservatoire, il y a aussi du privé. Suivant la musique que l'on veut pratiquer, des choses en musique classique, en jazz, en musique actuelle. Maintenant, de plus en plus, il y a, j'imagine, des écoles aussi bien. Il y a des grandes écoles prestigieuses à l'étranger. Et après, je pense qu'il est intéressant aussi de se former sur toute la partie que s'occupe Lucas, qui est la production. Je pense que les musiciens et les artistes doivent également connaître cet aspect-là. C'est assez important dans un développement de groupe, de connaître tout ce qu'il y a autour de la musique. On peut très bien se former musicalement, personnellement, en pas pratiquant, mais il faut s'intéresser à tout l'ensemble pour maîtriser un peu le sujet. Est-ce que vous avez dû financer votre formation et si oui, comment? Alors, moi, c'était un BTS, donc c'était une école publique, donc c'était gratuit. Et après, je suis rentré directement dans le milieu du travail. Je pense qu'il existe des écoles privées payantes, mais moi, j'y suis pas allé. Je suis resté dans le public. Oui, moi j'ai fait le même parcours. Le conservatoire à Saint-Étienne, quand on est résident stéphanois, ça fait partie des écoles qui sont totalement abordables, beaucoup moins chères que des écoles municipales de musique. Donc c'est pas très onéreux comme formation. Quels sont les prérequis pour pouvoir exercer votre métier? Je pense il n'y a pas vraiment de prérequis, si ce n'est de la rigueur de travail et de l'organisation. Moi, j'ai plutôt un profil. J'aime bien les chiffres, quoi. J'étais fort en maths à l'école, donc tout ce qui est gestion, ça me plaît. Après, en termes de prérequis, je dirais c'est surtout de la motivation et de l'organisation, de la rigueur d'organisation, je dirais. J'ai l'impression que c'est pas si éloigné que ça. Il y a un peu de mathématiques également dans la musique. Hein. Donc, sérieusement, oui, de l'organisation et de la motivation. Est-ce que vous pouvez nous citer des avantages et des inconvénients liés à votre profession? Les avantages peuvent être assez pareils que les inconvénients, on va dire. C'est qu'on doit gérer notre temps de travail. On est un peu assez libre de notre temps de travail, donc ça peut être aussi un inconvénient de ne pas savoir quand est-ce que le travail commence et quand est-ce qu'il s'arrête, par exemple. Moi, je vois que ça. Sinon, après, les avantages sont de rencontrer des gens assez régulièrement qu'on ne connaît pas. Ça change souvent de personnes qui nous accueillent pour telle ou telle prestation. Ça reste la grosse part agréable de notre métier, c'est de rencontrer toujours des nouvelles personnes. C'est vrai que vu qu'on est sur des métiers passion, la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle, des fois, elle est un peu... c'est un peu lié, quoi. C'est un peu tout lié. La frontière est un peu fine. Je dirais les avantages, moi, vu que j'ai monté la structure, le label, l'Éclectique Maison d'Artistes, je suis mon propre patron, donc je peux un peu organiser mon temps comme je veux, un peu comme Arnaud en tant que musicien. Donc ça, c'est un avantage. Après, les inconvénients, c'est que
Je suis un peu toujours au boulot parce que je suis la semaine au bureau et le week-end souvent sur la route avec les groupes. Donc voilà, faut arriver à gérer son emploi du temps et à gérer et pour laisser de la place à la vie perso quand même. Il y a des moments fastes où un groupe peut être un peu, le vent dans les voiles, tout va bien, et puis ça baisse un peu, et puis là, d'un seul coup, ça peut un peu créer quelques petites choses dans une équipe qui sont pas toujours faciles à gérer, mais c'est la vie, comme on dit. Ouais, c'est vrai que le collectif, c'est à la fois une force et à la fois parfois une contrainte, parce qu'il faut arriver à s'organiser avec les mécanos notamment. Moi, je travaille avec les mécanos, c'est un groupe de 10 personnes, donc pour les réunions et les travails en commun, des fois c'est contraignant de réunir 10 personnes plus les partenaires. Donc c'est à la fois une contrainte, mais aussi une force, parce que quand on est boosté par les personnalités des 10 membres, et du coup c'est les deux, quoi, avantages et inconvénients. D'accord. Et donc comment vous arrivez à gérer les inconvénients et en tirer parti? Et faut arriver à se remettre en question, faut arriver à trouver un équilibre, laisser de la place à là on parlait du collectif, laisser de la place à toutes les personnalités, voilà, donc prendre du recul et se concentrer sur les forces du collectif, et plutôt que de voir les petits bâtons dans les roues qu'on peut avoir dans le projet. Donc voilà, c'est tirer la force du collectif, quoi. Oui, très bien, très bien résumé. C'est exactement ça, ouais, de mettre un peu l'ego de côté, quoi. C'est souvent un peu quand il y a un peu des tensions. Ça vient un peu souvent à cause de ça. On peut dire qu'il est dans le milieu artistique, il peut y avoir de l'ego assez facilement. Donc voilà, il faut arriver à souffler avec tout ça. Est-ce que vous considérez que vous avez des bonnes conditions de travail? Ouais, moi je considère que c'est une chance d'exercer ce métier. Comme je le disais, parce que j'ai un parcours assez atypique, et je suis content d'arriver à vivre de ça et vivre de ma passion aujourd'hui. Et puis du coup d'avoir la chance de pouvoir s'organiser comme on veut. Oui, je pense que c'est une chance et que c'est des bonnes conditions de travail. Des fois on est un peu bouffé parce que ça prend beaucoup de temps, mais si on arrive à laisser de la place un peu à la vie perso, j'estime que c'est une chance et des bonnes conditions. Oui, ça reste quand même quelque chose de formidable de pouvoir faire ce genre de métier, de partager plein de choses avec plein de gens super intéressants qui peuvent nous apprendre plein de choses. Oui, c'est une chance de pouvoir avoir il y a le métier qui est soit attaché de production, chargé de production ou musicien. Après il y a le statut c'est autre chose, c'est le statut d'intermittent du spectacle, qui là on pourrait dire qu'il y a c'est pas toujours tout rose, hein, notamment quand si vous arrivez à un accident de parcours, des choses comme ça, il y a une forme de précarité dans ce statut. Il faut quand même pas trop l'oublier, mais bon, on a quand même la chance de l'avoir dans notre pays, donc on espère que ça puisse continuer. Et oui, c'est quand même une chance de pouvoir faire ce genre de métier. J'aimerais pouvoir le faire encore un bon nombre d'années. Jobcast, bienvenue sur Jobcast. Est-ce que vos métiers sont des métiers qu'on peut exercer sur le long terme? Moi, quand j'ai commencé, donc ce statut-là, pas le métier, mais quand j'ai fait mon premier statut d'intermittent du spectacle, c'était il y a à peu près 17 ans. Et quand j'ai commencé, je donnais des cours de musique dans des écoles, et un directeur d'école me dit attention, tu prends un risque quand même, ça va pas durer longtemps. Ça fait quand même 17 ans que je le fais. Donc oui, j'espère que ça va, comme je disais, ça va continuer. Et oui, pour l'instant,
Il y a des gens qui sont même retraités de l'intermittence, donc ça existe. Donc, Eh ben, moi, ça fait 12 ou 13 ans que je suis intermittent du spectacle. J'ai le même statut qu'Arnaud. Donc pas le même intitulé de profession, parce que toi, Arnaud, j'imagine que tu es artiste musicien. Ouais, musicien, ouais. Moi, je suis chargé de production, mais j'ai le même statut, intermittent du spectacle. Je pense, oui, qu'on peut l'exercer sur le long terme, du moment où la motivation est toujours là. Je pense que c'est même plus dur au début de se faire une place, de se faire un réseau. Et avec les années qui passent, si on arrive à entretenir ce réseau et se renouveler, je pense qu'avec la motivation, ouais, ça peut durer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer une journée type? Ah, c'est une bonne question, ça. Bah, ça va pas vous faire rêver, moi. Moi, je me lève vers 8h, tu vois, un truc comme ça. J'arrive au bureau entre 9h et 9h30, tu vois. Et je passe des coups de téléphone et j'écris des mails à peu près toute la journée. Souvent, il y a des réunions aussi qui ponctuent la journée. Des rendez-vous, des visios, des rencontres avec les partenaires, des coups de fil avec les artistes. Voilà, c'est beaucoup de temps de bureau, de montage de dossiers, de prise de rendez-vous, de gestion d'agenda. Et après, il y a le côté qui, pour moi, est un peu plus récréation, on va dire, quand je vais sur la route avec les artistes. Donc, des fois, je vais assister à des résidences, à des séances de répétition, à des tournages de clips. Et plus régulièrement, je suis sur la route pour des concerts. Donc là, je passe du temps avec les artistes, je rencontre les organisateurs et j'assiste au spectacle. C'est très variable. Une journée, il n'y a pas vraiment de journée. Moi, il y a plusieurs journées types. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pratiqué un peu d'instruments à un moment de la journée. J'ai aussi, je me suis occupé de gestion de futurs contrats. Donc avec voilà des échanges mails, se connecter avec l'équipe et transmettre des infos d'organisateurs. Après, il y a les journées type on va sur une prestation, donc on a un rendez-vous pour monter tous dans un camion et faire des journées, des heures de route, arriver sur place, rencontrer les personnes, les organisateurs, faire la presta, rentrer chez nous. Ça peut être des journées de répétition. Un peu de réunion aussi. Est-ce que vous avez une anecdote à raconter depuis que vous avez commencé votre métier? Ouais, je vais en trouver une petite, ouais. Là, comme ça, c'est pas un truc très récent qui me vient, mais une fois, on était parti en tournée, c'était il y a une dizaine d'années. On partait en tournée à Cuba avec le groupe Barrio Populo. Et on avait des billets d'avion qui partaient de Paris et qui transitaient par Moscou pour aller à la Havane. Et on fait une escale à Moscou. Et c'était la nuit, genre on avait 4-5 heures d'escale de nuit. Et donc on est dans l'aéroport, on se sépare un peu, chacun va s'allonger sur un banc ou même dormir par terre pour gagner quelques heures de sommeil. Et là, à une demi-heure d'embarquer, on se réveille tous. Et il y en a un qui se rend compte qu'il s'est fait voler sa sacoche avec son passeport. Donc on pouvait pas embarquer, quoi. Donc on était 12 ou 13, je sais plus. Et il y en a un qui pouvait pas embarquer. Et là, les gens les stewards et les hôtesses de l'air, enfin, ils nous ont dit, bah non, c'est mort, vous embarquez pas. Enfin, celui qui a pas de passeport, il embarque pas. Et du coup, là, les copains, ils commencent à dire, soit on embarque tous, soit personne, voilà, enfin, les grands mots. Et moi, j'ai dit, bah moi, j'étais pas indispensable parce que j'étais pas musicien, donc j'ai dit, bon, bah je reste avec Johan, le claviériste, et les autres embarquaient tous. Donc tout le groupe embarque, sauf Johan et moi.
Une demi-heure après que l'avion soit parti, on retrouve le passeport dans une poubelle des toilettes de l'aéroport. Sauf que du coup, fallait racheter un billet d'avion et les billets étaient plus à 800 euros mais à 2000 euros. Du coup, on en a pris un pour Johan et moi j'ai dit non, j'y vais pas, on va pas crever le budget. Du coup, moi je suis rentré chez moi et les copains ils sont allés à Cuba. Donc j'ai pas vu Cuba. Ça me fait penser que à une anecdote un peu de même ordre. Du moins, avec un groupe, on a fait deux sessions similaires dans un pays. Et donc, la première session, on devait partir un mercredi et revenir le mercredi d'après. Donc, voilà. Donc, on s'était dit que la deuxième session, vu qu'elle était similaire, on partait le mercredi également. Et on est donc arrivé le mercredi à l'aéroport de Lyon. On a tous présenté nos billets et on nous a dit que c'était jeudi qu'on embarquait. Donc voilà. Mais bon, voilà. Après, il n'y a pas eu les mêmes conséquences. On y est quand même allé, mais bon, on a dû revenir le lendemain. Voilà. C'est mieux dans ce sens que dans l'autre. Ouais, mais c'est un peu ridicule comme situation. Vous avez fait un buzz aussi en Arabie Saoudite. Oui, là, c'était en Arabie Saoudite et on avait joué dans un mall, donc un grand centre commercial et ça avait fait vraiment beaucoup de vagues alors qu'on a un brass band assez standard, on va dire. On aurait joué à Centre 2, voilà, on n'aurait même pas fait la une du journal local. Et là, ouais, ça avait fait vraiment beaucoup de bruit. 2 millions de vues sur Twitter, c'était un truc comme ça. Ouais, les chaînes qui parlaient de nous et tout. Ouais, ça avait fait vraiment beaucoup de bruit. Ouais. Je veux dire pourquoi, c'est qu'il y avait une danseuse. Oui, voilà, ouais, on joue avec une danseuse et ça avait fait vraiment beaucoup parler, ouais. Beaucoup réagir. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Je pense dans le bon sens, hein, ça fait toujours du bien que les choses soient commentées finalement, quoi. C'est quand les choses sont pas commentées que les choses restent comme ça, quoi. Oui, c'était une partie de la population qui était sur une vision très traditionnelle. Conservatrice. Ouais, conservatrice, voilà, je cherchais le terme. Et je pense qu'on a été, on était engagé par le gouvernement, par le ministère. C'est le ministère de l'animation, non, je sais plus, c'est pas la culture, c'est le ministère du divertissement. Et du coup, je pense que c'était un peu pour justement faire un peu questionner la réaction des gens. Pour peut-être amener de plus en plus des choses comme ça et que les choses évoluent ou changent. Jobcast, bienvenue sur Jobcast. Jobcast. Votre travail comporte-t-il des responsabilités ou une forte charge mentale? Oui, dans une certaine mesure, il y a pas mal de responsabilités. Quand du coup le label, c'est un peu la structure employeuse des artistes. Du coup, en tant qu'employeur, on a une responsabilité d'employeur, quoi. Et donc, faut respecter des conventions collectives, des obligations, voilà, il y a tout un tas de contraintes à respecter. Donc oui, ça fait une charge mentale. Après, d'organiser les projets, que tout se passe bien, d'aller chercher des financements, d'obtenir les subventions, tout ça aussi, ça peut être une certaine charge mentale. Donc je dirais que oui, ouais. Ouais, ça rejoint nous en tant que musicien, la charge mentale, elle est aussi forme de responsabilité rejoint la partie de Lucas. Comme je vous disais, il faut vraiment qu'on soit en liaison avec cette partie-là. On ne peut pas que s'occuper de l'artistique pur et dur.
Du coup, effectivement, on doit faire en sorte que les choses marchent bien. Et du coup, ça crée des responsabilités. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre première expérience dans votre métier? Je saurais pas quoi dire. Moi, je dirais que ce qui m'a donné envie de faire ce métier-là, c'était avant du coup de l'exercer. Enfin, j'étais pas rémunéré pour ça, mais quand j'étais ado, j'avais organisé des concerts avant de choisir cette voie-là, on va dire. Et bah ouais, c'était plein d'émotions, plein de satisfaction personnelle à 16, 17, 18 ans d'organiser des premiers concerts et d'arriver à réunir 150, 200 personnes dans une salle et pour permettre aux copains de se produire. Donc ouais, je dirais que c'était ça, la première expérience dans ce milieu-là. Ouais, moi, c'est un premier concert. Avoir peur une semaine avant, sensation très désagréable. Ouais, voilà. Je devais avoir, je sais pas, moi, 18 ans ou un truc comme ça. Quels sont les clichés concernant votre métier et comment pouvez-vous les démonter? Elle est marrante cette question parce que souvent soit quand on arrive sur une date et soit des fois quand on me demande dans la vie qu'est-ce que tu fais comme métier, bah des fois je dis producteur, manager, booker. Alors les gens ils croient que c'est des gros mots quoi. Ça peut paraître prétentieux des fois quand je dis ces mots-là. Mais en fait, je pense que c'est que les gens s'identifient pas vraiment ce que peut composer ce travail-là. Et bah, du coup, j'essaye de le dire avec un peu plus d'assurance pour être. Bah, si, c'est un métier, quoi. Alors, des fois, je dis tourneur. Les gens, ils croient que j'usine des pièces et que je suis tourneur-fraiseur. Donc, je leur explique, bah non, j'organise des tournées. Voilà, donc oui, il peut y avoir des clichés, mais j'essaye d'expliquer ce que c'est le métier et que le métier d'artiste, c'est pas que être sur scène, mais qu'il y a tout un taf autour et que les métiers de manager, producteur et tourneur, ça sert à ça. À ce que le métier d'artiste puisse exister, quoi. Oui, c'est marrant, ouais, c'est vrai, quand on discute avec des personnes voilà, qui nous voient jouer, ils nous disent ah, vous êtes donc musicien et vous arrivez à en vivre, quoi. C'est un peu le truc qui revient souvent. On a du mal à s'imaginer qu'on puisse vivre en faisant de la musique. Sans être musicien pour une star de la télé. Donc voilà, c'est souvent on va dire le cliché, premier, mais voilà, oui, on peut gagner sa vie en jouant de la musique. Oui, en fait, oui, on a tendance à dire qu'on travaille pas énormément. Mais oui, il y a plein de choses. Si on veut faire ce métier et durer un petit peu, il vaut mieux quand même travailler, créer. Sinon, ça vient pas tout seul, ça s'alimente pas, ça s'auto-alimente pas comme ça. Hein. Faut forcément travailler. Oui. Ouais, et c'est vrai que quand je dis manager, des fois les gens ont peut-être cette image, mais c'est que pour les stars du rock, quoi, manager. Donc ils se disent, mais ça existe pas. Enfin, c'est quoi ce métier? Ça existe pas, quoi. Donc, bah non, c'est quand même du taf et que même sur des petits groupes émergents, découvertes, en travaillant sérieusement et en faisant les choses bien, bah on arrive à en vivre. Et donc la preuve avec les mécanos qui sont 10 musiciens sur scène et tout l'entourage avec l'éclectique maison d'artistes, on arrive à faire vivre 12, 13 personnes. Donc c'est quand on s'implique sérieusement dans ces projets-là qu'on arrive aussi à tirer une activité de ces métiers peu banals. Comment gérez-vous l'impact du coup de votre métier sur votre vie personnelle?
En s'organisant, en bloquant des moments dédiés à la famille ou à soi, en essayant que voilà, il faut arriver à bloquer effectivement des moments en se disant qu'on va pas forcément trop bloquer une équipe derrière qui compte aussi sur vous. Donc c'est choisir un peu des périodes et des fois ça coïncide pas avec tout le monde et c'est pas grave. On a des systèmes souvent on utilise des systèmes de remplaçants. Dans les groupes dans lesquels je joue, on fait appel à des remplaçants parce que voilà, des groupes nombreux, c'est difficile on pose pas tous nos vacances, par exemple, au même moment. Chacun a des contraintes différentes, donc on a utilisé ce genre de système pour pas trop bloquer le groupe et pour qu'il puisse jouer. Et pour que les personnes à l'intérieur du groupe se sentent pas obligées d'être toujours là aussi. Et moi, j'ai un peu plus la chance d'être un peu électron libre sur le projet parce que je suis pas indispensable sur les dates de concert. Donc souvent, je passe pas mal de temps au bureau la semaine et le week-end, de temps en temps, je vais sur la route avec le groupe et de temps en temps, je me prends des temps pour moi pour arriver à équilibrer avec la vie perso, les loisirs et le reste, quoi. Quels sont les différents types de contrats pour les artistes? Alors, il y a le contrat type d'un intermittent, c'est ce qu'on appelle un CDDU, un contrat à durée déterminée d'usage. C'est le contrat d'engagement qui lie l'artiste au producteur. Et après, il y a d'autres types de contrats. Par exemple, dans le cadre d'un enregistrement d'un album, le label va signer avec l'artiste ce qu'on appelle un contrat d'enregistrement exclusif ou un contrat de licence. Donc eux, ils sont plus rares. C'est vraiment pour marquer la collaboration entre les deux parties. Mais le contrat classique pour tous les concerts, c'est le CDDU. J'avais une question du coup concernant les contrats. Est-ce que parce que j'avais entendu parler concernant du coup le monopole que l'artiste a sur son catalogue. Donc comment du coup vous arrivez à trouver un terrain d'entente par rapport au catalogue? Eh ben, moi, ça dépend des artistes avec qui je travaille, mais par exemple, les mécanos, on peut considérer qu'on est dans une relation, un contrat exclusif, quoi, parce que moi, je bosse pour ce groupe et les mécanos ne sont représentés que par ma structure. Donc là, c'est un contrat exclusif. Après, avec d'autres artistes, il peut y avoir des coproductions ou différents partenaires. Ce qui se fait beaucoup dans la musique, c'est tu as un artiste, mais tu as différents acteurs autour. Tu peux avoir une structure qui est distributeur, une structure qui est producteur de tournée, une structure qui est producteur du disque. Tu as aussi l'éditeur qui va défendre les droits d'auteur de l'artiste. Donc tu as tout un panel de structures. Ça, c'est pour les gros artistes. Donc nous, avec l'EMA, on essaye un peu de représenter tous ces acteurs-là. On fait ce qu'on appelle un travail à 360, donc on fait un peu de toutes ces missions, quoi. Jobcast, bienvenue sur Jobcast. Sinon, qu'est-ce que la SACEM et comment gérer les déclarations du coup à la SACEM? C'était le côté géré par l'éditeur dont je parle. Donc moi, je l'ai plutôt fait sur des projets passés. Là, avec les mécanos, c'est plutôt eux qui gèrent leur déclaration SACEM. Donc peut-être Arnaud, en tant que musicien, tu peux nous partager ton... C'est assez simple. C'est avec directement sur le site de la SACEM. Dès que tu fais un morceau, tu peux l'enregistrer sur le site. Et à partir de ce moment-là, quand ton morceau est joué sur un programme,
Donc soit il appartient à un programme où il y a un numéro de programme, ou soit à la fin de la prestation, le groupe remplit un feuillet SACEM avec tous les morceaux qu'ils ont joués, aussi bien les morceaux qui ont été composés par les... ça peut être... ce feuillet peut être... cette liste peut être composée de morceaux joués par... créés par les artistes du groupe, mais ce groupe-là peut jouer aussi des morceaux d'autres artistes. Voilà, il faut recenser tout ça et avec la durée du morceau, voilà, l'arrangeur Et du coup, après, les organisateurs du concert payent une redevance à la SACEM, ou les radios qui diffusent le titre payent une redevance à la SACEM, et la SACEM redistribue aux ayants droit. Donc les ayants droit, c'est les compositeurs et les auteurs de la musique. D'accord, ça me dérange pas. Arnaud, est-ce que être artiste, c'est du talent ou ça s'apprend? Ou peut-être les deux Vaste question. C'est de pratiquer, d'avoir d'imaginer des choses. Je sais pas si c'est du talent d'imaginer des choses. On peut très bien imaginer des choses qui vous font plaisir déjà à soi-même, et la personne qui va être à côté va pas trouver que cette imagination est formidable, mais bon, elle est ce qu'elle est, et c'est la base déjà de, je pense, de toute personne qui est amenée à créer, c'est d'imaginer des choses et puis de le faire avec d'autres personnes qui peuvent aider à construire ces choses-là et qu'elles prennent forme. Et en tout cas, c'est comme ça que j'ai pratiqué ce métier depuis le départ. C'est avec d'autres personnes et en combinant l'imagination un peu de chacun, les compétences de chacun. Et on peut imaginer très bien des choses et pas savoir trop les réaliser, et d'autres personnes qui savent très bien comment réaliser des choses qu'on peut avoir, que certaines personnes ont en tête. Il faut arriver à combiner tout ça. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une sorte de blocage lors d'une composition d'un morceau ou, d'un album? Vu que c'est un peu de, c'est souvent moi dans les groupes, tous les groupes dans lesquels j'ai participé, on était quand même, c'est un travail collectif, donc ça reposait pas forcément sur la création d'une personne, donc il n'y a pas vraiment de, il peut y avoir des moments où ça met plus de temps, où effectivement ça va un peu moins vite, et des moments où les idées vont fuser et ça va aller plus vite, mais on n'a jamais vraiment eu de trucs de blocage où il n'y a rien qui vient. C'est ça repose pas sur une personne. En tout cas, les groupes dans lesquels j'ai participé. D'accord. Sinon, pour vous, Lucas, comment on organise un concert? Eh ben, pour organiser un concert, il faut réunir tous les acteurs nécessaires. Donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, je participais à l'organisation d'un festival qui s'appelle la Tawa à Planfoy. Et puis, plus récemment, on a organisé un concert avec les Mécanos pour leur sortie d'album Au Fil à Saint-Étienne. Donc, je dirais que dans les deux cas, il faut s'assurer que les artistes sont disponibles, donc en calant une date, réserver le lieu ou s'assurer que le site du festival est disponible, caler les prestataires, donc les prestataires techniques, le son, la lumière, les techniciens, faire de la communication pour que le public vienne, mettre en place une billetterie, vendre des billets. Et puis après, le jour du concert, qui est une buvette qui soit en état de fonctionner, avec des bénévoles pour servir au bar, un snack, avec des fournitures pour vendre à boire et à manger. Et puis payer la SACEM, comme on disait tout à l'heure. Payer les taxes relatives à l'organisation d'un concert, s'assurer qu'on ait toutes les autorisations nécessaires. Voilà. D'accord.
Et notamment, je voulais aussi vous demander, est-ce que ça dérange d'être plus dans les coulisses plutôt que au devant de la scène, devant les gens? Eh ben, ouais, c'est une bonne question, ça. Ben, c'est un peu... euh, c'est vrai que les artistes, peut-être, ils trouvent la reconnaissance de leur travail en jouant sur scène et en recevant les retours du public directement sur scène. Et les gens qui travaillent autour, ce qui est mon cas, ben on l'a pas directement, ce retour-là. Donc, faut arriver à trouver de la satisfaction personnelle par un autre moyen et arriver à trouver de la reconnaissance et être bien à sa place dans le travail qu'on fait. Mais voilà, c'est un équilibre qui est pas toujours évident à trouver. Et, euh, et voilà. Mais si on est bien dans son métier, normalement, ça se passe bien. D'accord. Et pour vous, Arnaud, comment gérer les égos en cas de succès ou de flop, c'est-à-dire en cas d'échec? Bon, en discutant, déjà, quand, quand un groupe se parle, déjà, je pense que ça permet que les choses soient beaucoup plus fluides. En tout cas, c'est notre cas. On n'a pas, on n'est pas au devant de la scène. On n'a pas des trucs de dingue à gérer. Du coup, ça reste tranquille, hein, ce qu'on fait. On va pas, on va pas se croire plus haut qu'on est quand même là. Et donc j'ai une question pour vous, Lucas. Comment se constituer un réseau pour une personne qui partirait de zéro et qui aimerait pouvoir se faire des connexions avec le plus de personnes autour? Ben, c'est long et fastidieux, mais c'est relativement important et on sent avec les années que ça porte ses fruits. Donc moi je dirais que le réseau ça commence par un travail de terrain. Même quand j'étais en formation, le fait de faire des stages, et ben les stages de terrain que j'ai fait pendant mon BTS, c'est des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Donc je pense que le réseau part de là. Et après, c'est à chaque fois qu'il y a une date, un contrat, des artistes, essayer de renouveler les collaborations avec ces personnes-là. Et c'est comme ça que le réseau grossit. Là, plus récemment, avec la création du label, je dirais que le réseau, on l'entretient en, en étant adhérent à des structures et des réseaux. Donc il y a des réseaux régionaux et des réseaux nationaux. Donc au niveau régional, il y a une structure qui s'appelle le CMTRA, c'est le Centre des musiques traditionnelles en Rhône-Alpes. Il y a un réseau qui s'appelle Grand Bureau, qui est le réseau des musiques actuelles de Rhône-Alpes. Au niveau national, il y en a d'autres. Et du coup, on paye une adhésion à ces réseaux-là. On reçoit des newsletters. Des fois, on essaye de participer aux réunions. Et tout ça, ça aide à constituer un réseau. Aussi, parallèlement à ça, moi, je suis administrateur. Je siège au conseil d'administration de l'association qui gère le fil à Saint-Étienne. Et ça, c'est un conseil d'administration où il y a plein d'acteurs du territoire. Donc, à chaque réunion où je vais là-bas, je vois d'autres acteurs du territoire. Et c'est ça qui participe à constituer et faire vivre un réseau, quoi. D'accord. Et j'avais une question. Comment se font les rencontres entre les maisons de disques, les labels et les artistes? Est-ce que c'est plus l'artiste qui va chercher ou peut-être c'est le label qui... C'est une bonne question, ça. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de chemin tracé, quoi. Moi, les groupes avec qui je bosse, c'est tous des connaissances. Les mécanos, c'était des amis avant qu'on soit des collègues. Donc, Gaël, qui est un des membres des mécanos, j'étais en maternelle avec lui. Simon et Gaël, on a aussi fait notre groupe d'ados dans lequel on jouait du reggae, on était ensemble. Donc, c'est des connaissances de longue date. Et c'est vrai que souvent je reçois des appels de groupes qui cherchent un label, mais c'est, enfin,
une collaboration, ça se concrétise rarement en un coup de fil, quoi. C'est vraiment des rencontres, des gens que tu vois une fois, puis une autre fois, puis une autre fois. Tu t'intéresses à leur travail, tu les vois en concert, et après, ça peut déboucher sur une collaboration. Mais pour ma part, c'était surtout des connaissances, quoi, des amis d'enfance. Et pour vous messieurs, pourquoi avoir choisi ce métier et pas un autre? Ben, comme je te disais tout à l'heure, je me suis pas dit ouais, je vais être musicien et je vais vivre de ça. Les choses se sont un peu faites comme ça. Dès que j'ai pu faire du groupe, j'ai joué dans des groupes et je crois que ça s'est jamais arrêté en fait. Au bout d'un moment, j'ai pu faire suffisamment de contrats pour que je puisse en vivre. Voilà, donc ça s'est fait un peu comme ça. Et j'aurais pu être... j'ai fait des études en électricité, j'aurais pu être électricien. Mais bon, ça m'aide bien de savoir faire de l'électricité parce que j'en fais quand même de temps en temps. Et moi, pourquoi avoir choisi ce métier? Alors, je pense un peu par passion quand même au départ, parce que la culture, le monde de la musique, l'esprit festif qu'il y a autour, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, pouvoir être dans les coulisses, être les petites mains qui organisent ces moments-là, et c'est des moments positifs, c'est des moments de joie, c'est des moments de communion. Donc je contribue à ça. Pour moi, ça a du sens et ça répond à des valeurs. Et du coup, j'essaye de faire ma part avec mon métier en faisant en sorte que les artistes puissent proposer des spectacles de qualité. Et pour des personnes qui aimeraient pouvoir suivre la même voie que vous, quels conseils pouvez-vous leur donner? Eh ben, moi, je dirais que faut se laisser guider par ses loisirs et ses passions. Et j'encouragerais à avoir plein de trucs en dehors de l'école et des études. Et puis peut-être se laisser guider par ça, par ce qui t'attire, les à côté, quoi, les extrascolaires. Et après, moi, je trouve il y a tout le côté terrain, quoi, les stages dont je parlais, ou l'alternance. L'alternance, ça te permet d'avoir une expérience de terrain, de rencontrer des gens, de faire du réseau, de t'auto-former, d'être un peu autodidacte dans ce que tu veux faire. Et du coup, je conseillerais d'aller à fond là-dedans, quoi, pour savoir ce que tu veux faire. Et dans les moments d'orientation, un peu de choix d'orientation que j'imagine sont assez difficiles à vivre pour des ados, je dirais de se laisser guider par ça, par tout ce qu'il y a à côté, quoi, tout ce qui te fait vibrer. D'accord. Oui, ça rejoint tout à fait ce que tu viens de dire. Ça part, ces genres de métiers part vraiment de choses un peu de passion, hein, d'écouter de la musique, beaucoup de musique, de s'imaginer à en faire et de s'autoriser à en faire. Souvent, je rencontre régulièrement des gens qui se sont dit j'aurais bien aimé, mais avec la sensation que c'était pas possible, que c'était pas pour soi, ou un truc comme ça. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de m'être jamais dit ça et que personne m'ait fait sentir ça. Et ça, je pense que ça, c'est important. Je vous remercie pour votre présence, pour cette interview et pour ce que vous avez pu nous apporter. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est la fin de notre épisode sur les métiers de la musique. Merci à Lucas et Arnaud d'être venus répondre à nos questions. Merci à Emeline, Shaima et Emmanuel d'avoir écrit et posé ces questions. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Jobcast.